Bonjour à nouveau et merci de cette opportunité de partager avec vous là, les dernières mises à jour du traitement de la leucémie lymphoïde chronique. J'ai essayé dans les prochaines diapositives de peut-être résumer là, ce que je croyais qui étaient les nouveautés dans le domaine. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. La présentation va essentiellement être basée sur les traitements, les modalités de traitement. Mais peut-être juste pour commencer, dire qu'il n'y a pas eu de changement à ma connaissance dans les indications de traitement. Les critères pour initier un traitement en LLC sont les mêmes que ceux qu'on connaît. Ils n'ont pas changé. Les recommandations internationales sont toujours les mêmes, donc d'avoir soit des cytopénies progressives, une splénomégalie qui est massive ou progressive, des gros ganglions, un dédoublement rapide des lymphocytes, des complications auto-immunes qui ne répondent pas au traitement de la première ligne ou des symptômes reliés à la maladie, c'est-à-dire les symptômes B ou une fatigue qu'on n'est pas capable d'expliquer de d'autres façons. J'ai préparé la présentation en faisant un petit rappel des thérapies anciennes qu'on utilise encore présentement et ensuite en parlant des nouveaux agents. Donc, commençons par les anciennes thérapies qui ont encore leur place en 2021. D'abord, le FCR, qui est encore le traitement de premier choix pour une bonne fraction des patients jeunes, mais qu'on connaît sur différentes études. Ça a été testé dans différentes études, mais on se souvient particulièrement des résultats du FCR dans l'étude de CLL8, qu'on voit ici sur la diapositive, qui était donc chez des patients qui étaient en forme, avec une LLC première ligne, qui comparait le FC au FCR. Et comme on voit, la survie globale après un suivi médian de près de 6 ans était de près de 70. Donc, c'est une thérapie qui a fait ses preuves et qui est robuste pour des patients qui sont jeunes et en forme. On sait également que le FCR bénéficie certains patients plus que d'autres. Donc, il y a des patients qui bénéficient davantage du FCR, principalement ceux qui ont un IGVH muté, pour lesquels on voit un certain plateau dans les courbes de survie sans progression, donc de PFS, et même dans la courbe de survie globale. Comme vous voyez sur la diapositive, c'est des données qui sont maintenant bien connues. Donc, les gens qui sont jeunes, en forme et qui ont un IGVH muté sont ceux qui bénéficient le plus de cette thérapie à base de FCR. L'autre thérapie qui est un peu ancienne, mais qui a encore tout à fait sa place dans l'arsenal thérapeutique actuel, c'est le BR, la bendamustine avec le Rituxan. Encore là, testé dans différentes études. La seule que j'illustre ici, c'est le CLL10. Donc, l'étude qui incluait des patients avec une LLC qui était en forme, qui n'avait pas été traitée, qui n'avait pas de délétion 17P et qui randomisait FCR versus BR. Et la conclusion, vous la connaissez déjà, le FCR est meilleur pour les patients jeunes avec peu de comorbidité. Le BR est équivalent en matière d'efficacité et meilleur en matière de profil de toxicité pour les gens plus âgés qui ont certaines comorbidités. Donc, le BR est également une thérapie à laquelle on peut faire appel à l'heure actuelle également. Et la dernière dans laquelle je vais parler dans les anciens traitements, c'est l'obinutuzumab avec le chlorambucil. Encore là, l'étude qu'on connaît tous, c'est le CLL11, une étude qui comparait pour des premières lignes, mais cette fois pour des gens qui n'étaient pas fit, qui avaient un score de Sears plus que 6 ou qui avaient un problème d'insuffisance rénale et qui randomisaient chlorambucil tout seul versus chlorambucil avec du Rituxan versus chlorambucil avec l'obinutuzumab. Et comme on sait, il y avait un avantage clair en PFS ou en survie sans progression du bras obinutuzumab chlorambucil, qui était le meilleur. Le deuxième meilleur, c'était le chlorambucil avec le Rituxan et le moins bon, évidemment, c'était le chlorambucil tout seul. Non seulement il y avait un avantage au niveau du PFS, mais au niveau de la survie. C'est une courbe qu'on a vue passer dans plusieurs congrès, incluant au dernier CARE. Là. Il y a un avantage de survie du
obinutuzumab chlorambucil par rapport au chlorambucil tout seul. Et les données ont été mises à jour récemment et pas de surprise. Il demeure un avantage de l'obinutuzumab chlorambucil par rapport aux autres bras, même par rapport aux bras rituxan chlorambucil. Donc, la PFS est meilleure avec l'obinutuzumab chlorambucil si on la compare au rituxan chlorambucil. Et la survie globale, il se dégage un certain avantage du obinutuzumab chlorambucil versus rituxan chlorambucil. Donc, la conclusion de ça, c'est que l'obinutuzumab pour la LLC, pas pour tous les syndromes lymphoprolifératifs, mais pour la LLC, c'est notre meilleur anticorps disponible actuellement en combinaison avec l'utilisation du chlorambucil. Donc, ça termine un peu l'aspect ancien traitement, des traitements à base de FCR, de bendamustine ou de chlorambucil avec l'obinutuzumab qui font encore faire partie de notre arsenal thérapeutique en 2021. On y reviendra à la fin. J'aimerais peut-être maintenant parcourir les nouvelles thérapies orales. Quand je dis nouvelles, la majorité d'entre elles, on en a déjà entendu parler. Je vais juste les représenter, remettre un peu en perspective, puis où ce qui se situe, selon moi, dans les thérapies qu'on peut offrir aux patients en 2021. Évidemment, quand je parle de thérapie orale, je parle surtout des tyrosine kinases, des inhibiteurs tyrosine kinase, en fait, et on est obligé de se rappeler leur mécanisme d'action, je crois, qui passe par un effet sur la perturbation de la signalisation à travers le récepteur B, pardon. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le récepteur B. Comme on sait, c'est lié de façon non covalente aux unités de signalisation IG-alpha et IG-bêta, comme vous voyez illustré ici sur la diapositive. Les antigènes se lient au BCR, ce qui entraîne la phosphorylation de l'ITAM par les tyrosines kinases. L'ITAM phosphorylé recrute le SYK, et l'activation de SYK entraîne une cascade de signalisation qui inclut diverses tyrosines kinases, dont BTK, là, donc Bruton tyrosine kinase et les autres que vous voyez ici. Et il s'ensuit une favorisation de la prolifération cellulaire et de la survie des cellules. On sait aussi que la présence de ZAP70 augmente la signalisation à travers le BCR. C'est la raison pour laquelle, avant, quand on n'était pas tout à fait complètement capable de dépister ou de faire les tests diagnostiques pour le statut mutationnel de la chaîne lourde des immunoglobulines, ben, le ZAP70, c'était un surrogate marker en anglais, là. Donc, la présence de ZAP70 qui va plutôt dans le sens d'avoir un statut mutationnel non muté. Donc, les gens qui ont un ZAP70 présent, c'est des gens qui ont en général un IGVH pas muté et un pire pronostic. L'ibrutinib, on a déjà vu cette diapositive également à plusieurs reprises. C'est un inhibiteur du BTK, donc du Bruton kinase. Le fait d'inhiber cette tyrosine kinase-là a un effet sur la survie cellulaire. Donc, c'est le mécanisme d'action premier de l'ibrutinib. On sait aussi qu'en plus de faire ça, il y a une down-régulation de la signalisation à travers le CXCR4, donc un récepteur des chemokines. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a moins de homing, c'est-à-dire que les cellules ils sortent de l'endroit où ils étaient. C'est la raison pour laquelle on a la lymphostose à quelques semaines et mois après l'initiation des brutinib, particulièrement chez les gens qui ont un gros fardeau tumoral. Les lymphocytes vont sortir des ganglions de la moelle, ils vont se promener dans le sang périphérique pendant une couple de mois, puis éventuellement, il n'y en aura plus. Parmi les études avec l'ibrutinib, certainement celle qui l'a mis sur la map d'une certaine façon, c'est Resonate. Donc, l'étude qui a été menée chez des patients qui n'étaient pas éligibles à une thérapie à base de fludarabine, donc des patients avec un diagnostic de CLL ou de LLC qui avaient eu déjà des traitements, donc c'était pour des deuxièmes lignes ou plus, qui avaient quand même un bon état général. Et donc, qui a comparé l'ibrutinib avec l'ofatumumab et qui a démontré un avantage pas subtil en matière de survie sans progression, comme vous voyez ici, des courbes qui étaient très clairement distinctes. Également, au niveau de la survie, avec un avantage certain. Donc, ce sont des données qui sont maintenant assez matures et où l'avantage de survie semble se maintenir.
On a quand même, ça fait un petit bout qu'on utilise l'ibrutinib. On l'utilise avec des patients avec ou pas de mauvaise cytogénétique. Et on sait que c'est une drogue qui est très, très efficace, mais qui va produire essentiellement des réponses partielles. Donc, elle arrive difficilement à éradiquer la trace de la maladie. Les réponses, les MRD, les réponses moléculaires profondes sont pas fréquentes avec cette molécule-là, mais les réponses partielles sont excellentes. Donc, c'est un peu ce que la diapo ici est supposée d'illustrer. La majorité des gens qui sont traités avec de l'ibrutinib, que ce soit en première ligne ou en rechute, ils vont avoir une très belle réponse à cet agent, mais ça ne lave pas complètement blanc, dans le sens que ça laisse un petit fond de maladie chez la majorité d'entre eux. C'est une thérapie donc qu'il faut maintenir à long terme jusqu'à perte de réponse ou intolérance. Quand on se questionne sur quels sont les patients qui vont maintenir une plus grosse ou plus longue réponse à l'ibrutinib, ben, pas de surprise, la cytogénétique, la bonne vieille cytogénétique avec les bons vieux anomalies qu'on connaît, notamment le 17P, le 11Q, etc., demeure pronostic. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que les gens qui ont une délétion 13, par exemple, ben, ils vont mieux, puis leur rémission dure plus longtemps que ceux qui ont une délétion 17P. Donc, même si cet agent, il fonctionne chez des gens qui ont une mauvaise cytogénétique, un mauvais karyotype, ben, il fonctionne moins bien chez ces gens-là. La cytogénétique garde sa valeur pronostique même à l'ère de ces nouveaux agents-là. Un peu plus nouveau peut-être, là, est l'étude comparative entre le ibrutinib combiné au réduxant, donc le R-ibrutinib, avec la chimio-immunothérapie, donc l'étude de E1912 d'ICOG, qui était adressée à des patients en bas de 70 ans en première ligne, donc jamais traités pour la LLC, et qui comparait, comme on a dit, le R-ibrutinib avec RFC, donc avec du FCR. Le endpoint de la survie sans progression à 3 ans montre un avantage du groupe R-ibrutinib par rapport au groupe chimio-immunothérapie plus conventionnel. Ça a été publié dans le New England, comme vous savez. Et ces courbes qui viennent du papier montrent donc un avantage au niveau du progression-free survival quand on prend tous les patients mis ensemble, puis un petit avantage également au niveau de la survie quand on prend les patients ensemble, tous les patients inclus dans l'étude. Quand on décortique un peu, ce qu'on sait, c'est que les gens qui bénéficient le plus de l'ibrutinib, ce sont des gens qui ont un IGVH pas muté, donc les gens qui étaient à plus mauvais pronostic. En fait, il n'y a pas vraiment d'avantage par rapport au FCR chez les gens qui sont IGVH mutés, ce que vous voyez dans la partie gauche de la diapositive, mais les gens qui sont IGVH pas mutés, il y a un avantage de survie sans progression en utilisant le R-ibrutinib par rapport au FCR. Ça a été mis à jour récemment et c'est la même chose. La conclusion demeure inchangée. La survie sans progression des IGVH mutés est pareille, mais la survie sans progression pour les gens IGVH non mutés, il y a un avantage à utiliser le R-ibrutinib par opposition à du FCR. Bon, tout ça, c'est beau, mais on habite et on pratique au Québec. Qu'est-ce que ça change dans notre vie ou quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'ibrutinib? Ben, en monothérapie, pour le traitement de première ligne pour les patients qui ont une délétion 17P, ça, je pense que c'est vraiment rentré dans les pratiques. C'est notre agent de choix pour la première ligne chez les patients qui ont une délétion 17P. Pour les gens qui n'ont pas de délétion 17P, ben, les critères remboursés par la RAMQ, c'est en monothérapie, donc pas de rétux. En monothérapie, chez les gens qui ne sont pas admissibles à recevoir un traitement à base de fludarabine parce qu'ils sont trop vieux, il y a des comorbidités, les reins ne marchent pas, ou il y a un CIRS supérieur ou égal à 6, mais il faut quand même qu'ils soient en bon état général avec un ICOG de 0 à 2. Donc, ça, c'est pour la première intention, donc pas en association avec le Rituxan, mais en monothérapie. Et pour les lignes subséquentes, ben, c'est encore en monothérapie chez des gens avec un peu le même profil, là, donc avec un âge un peu plus avancé, avec des comorbidités, également avec un intervalle de progression de moins de 36 mois à la suite d'un traitement à base de fludarabine et de Rituxan. Donc, quelqu'un qui a récidivé rapidement après du FCR, ça peut être un critère là, également pour avoir l'autorisation de l'ibrutinib en deuxième ligne ou plus. L'intolérance sérieuse également aux agents antérieurs.
Donc, c'est tout ce que j'allais dire pour le volet ibrutinib, qui est quand même une drogue qu'on utilise maintenant assez couramment. Euh, L'autre sur lequel je voulais dire un mot, c'était l'idélalésime. Ça fait un petit bout qu'on connaît l'idélalésime, puis donc je ne pense pas avoir besoin de rappeler le mécanisme d'action, mais on le sait que c'est un inhibiteur de la phosphatidylinositol 3 kinase qui promouvoit, qui favorise l'apoptose en down-régulant les signaux de survie et qui réduit également l'adhésion au micro-environnement par un mécanisme pas très différent de celui de l'ibrutinib. L'idéalisib, l'étude qu'on connaît tous, c'est celle qui la comparait à placebo, donc air idéalisable avec air placebo chez des gens qui ne pouvaient pas recevoir d'autres choses et qui montrait un taux de réponse qui était très, très en faveur du bras air idéalisable. Comme vous voyez dans la diapositive ici, là, avec des courbes de survie sans progression qui étaient vraiment très distinctes. Une survie globale qui est également très en faveur du bras air idéalisable. Concrètement, par contre, quand est-ce qu'on a le droit de le prescrire? J'ai été sur le site de la RAMQ pour me rappeler l'indication, mais en fait, ce qui est remboursé, là, de ce que je comprends qui est remboursé, c'est en association avec le Rituxan pour le traitement de deuxième intention ou plus chez des patients qui ont une LLC qui ne sont pas éligibles à recevoir un traitement à base d'un analogue des purines avec des critères similaires à ce que je viens de vous dire pour l'ibrutinib. Et en monothérapie, l'idéalisib, il n'est pas approuvé, en tout cas pas en médicament d'exception, sauf si ça fait suite au traitement combiné avec le Rituxan. Donc, il y a une certaine niche pour les deuxièmes intentions ou plus en combinaison avec le Rituxan. Et bien sûr aussi, le troisième agent sur lequel je vais parler, c'est le venetoclax. Donc, le venetoclax qui lui agit un petit peu différemment, c'est un inhibiteur du BCL2. On sait que les cellules de LLC surexpriment le BCL2. Donc, l'ABT est un inhibiteur de ça. Donc, BCL2 étant une protéine anti-apoptotique, le BCL2 empêche ça. L'étude probablement de laquelle on a le plus parlé, c'est une étude qui maintenant a quand même une certaine maturité, l'étude Murano, qui comparait le venetoclax rituxan à la bendamustine rituxan. Euh, donc, je vous l'ai présenté au dernier CARE, là, donc deux bras avec deux thérapies distinctes, là, avec un suivi quand même assez long. Le paramètre principal d'évaluation était la survie sans progression. Et ça a été mis à jour, ça aussi récemment. Vous avez ici la courbe de survie sans progression avec le R-venetoclax par opposition à R-bendamustine avec un avantage clair pour le bras R-venetoclax. Ce qu'il faut aussi savoir, puis en fait, on le sait, je pense, dans notre pratique, c'est que le venetoclax lave plus blanc, donc les réponses sont plus profondes. Ici, c'est un diagramme qui montre que la majorité des gens qui ont terminé le traitement, puis qui n'ont pas progressé, dont la maladie n'a pas progressé, ont en fait une réponse très, très profonde avec une incapacité de détecter de la maladie minimale résiduelle à la fin du traitement. Donc, ça nettoie vraiment plus blanc le venetoclax et c'est la raison pour laquelle les traitements sont généralement pour une durée brève et pas indéterminée. Quand on regarde la survie globale, il y avait également un avantage de survie dans l'étude de Murano, là, que vous voyez ici, la mise à jour. Donc, il demeure un avantage. Le temps écoulé avant le prochain traitement est également plus long. Donc, si la thérapie est plus efficace, ça va prendre plus de temps avant d'avoir besoin d'un autre traitement. Donc, ça, c'était pour Murano. Et puis, peut-être la dernière étude de laquelle je vais parler, c'est le CLL14, qui est une combinaison différente de venetoclax là, avec le meilleur anticorps qu'on a pour la LLC, c'est-à-dire l'obinutuzumab. Donc, le CLL14, qui est une comparaison obinutuzumab-venetoclax avec obinutuzumab chlorambucil pour des patients atteints d'LLC qui n'ont pas été traités, mais qui présentent certaines affections, certaines conditions concomitantes. Donc ça, c'est ce que vous avez probablement vu à l'âge, la survie sans progression évaluée par le chercheur. Il y a un avantage du haut venetoclax par opposition au haut chlorambucil. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est la version courte, là, c'est-à-dire ici, il y a les TP53. Ben, chez le patient avec des TP53, c'est meilleur.
Et chez les patients qui ont une IGVH mutée, c'est quand même meilleur. Donc, c'est overall une meilleure drogue, une meilleure combinaison, je devrais dire, le venetoclax obinutuzumab comparativement au chlorambucil obinutuzumab. Encore une fois, la thérapie étant meilleure, le temps que ça va prendre avant d'avoir besoin d'un autre traitement va être plus long. Donc, le temps écoulé est meilleur avec le haut venetoclax qu'avec le haut chlorambucil. La survie globale, pour le moment, pas de différence. Je ne sais pas s'il va en avoir, mais pour le moment, il n'y a pas de différence de survie entre ces deux bras, toutefois. Bon, concrètement, où est-ce qu'on place le venetoclax? Ben, j'ai mis ici ce que j'ai trouvé sur le site de la RAMQ, là. Donc, on sait que c'est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients atteints d'une LLC qui sont porteurs d'un 17P qui ont reçu au moins un traitement antérieur. On sait que c'est indiqué et remboursé avec le Rituxan pour le traitement des adultes des LLC qui ont reçu au moins un traitement antérieur. Le, L'association avec le binutuzumab, moi, je l'ai jamais prescrit, là. Je crois que la RAMQ, je ne vais pas dans la liste de la RAMQ. Je sais que ça a eu une approbation par Santé Canada, là, donc un avis de conformité de Santé Canada. J'imagine que ça va venir. Je crois que l'INES aussi s'est prononcé de façon favorable à ça, mais je ne crois pas qu'on puisse le prescrire là, présentement. Mais je doute que ça va venir, ça va venir parce qu'il y a quand même un avantage clair, peut-être pas au niveau de la survie, mais au niveau de la survie sans progression. Et je termine quelques mots avec la greffe, là, venant d'un centre qui fait de la greffe. Je vais en dire quelques mots, mais je ne suis pas greffeuse comme la majorité d'entre vous savez, là. Donc, tout ce que je veux dire sur la greffe, c'est que ben, il y a moins de place dans le contexte de l'LC, mais qu'il y a encore une place. Donc, ça, c'est une diapo qui montre la fréquence ou en tout cas combien on greffait en LLC avant. Puis avec l'événement des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est clair que l'indication de greffe a diminué. Par contre, il y en a encore pour certaines sous-fractions de patients. Donc, ça, c'est des recommandations de la SBMT pour quand est-ce qu'on greffe ou on ne greffe pas des patients en LLC en fonction de leur risque. Donc, ici, c'est les LLC de haut risque, donc les gens qui ont une délétion 17P ou une mutation dans le P53 ou un karyotype complexe. Bien, moi, ce que je retiens de ça, puis là où j'envoie nos collègues, j'envoie les patients chez nos collègues qui font de l'allogreffe, c'est essentiellement quand on est rendu à donner du venetoclax. C'est-à-dire que d'habitude, l'ibrutinib est souvent la première ligne que je vais utiliser quand je vais utiliser les thérapies orales. Quand je vais être rendu à prescrire ou à initier le venetoclax, bien là, c'est là qu'on commence à se demander chez les patients qui ont des donneurs potentiels, là, est-ce qu'on devrait initier les discussions pour l'allo. Ça, c'est les recommandations de la SBMT pour le risque standard. Ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire que plus on a des agents oraux qui sont efficaces, plus on recule l'indication de la greffe, mais il demeure que c'est un traitement curatif. On peut probablement dire le seul, là, quoique le venetoclax fait des belles MRD, là, mais pour le moment, l'allogreffe demeure le traitement curatif standard pour les patients qui peuvent se le permettre considérant leurs autres problèmes de santé. Évidemment, il y a une morbidité associée à ça. Donc, encore une place, les patients haut risque qui sont sous plus qu'une ligne que ça fait plusieurs lignes d'inhibiteurs de tyrosine kinase sur lesquels ils sont, ben là, ça vaut la peine, je pense, d'avoir un avis de l'équipe de greffe. Et je termine avec 2 diapositives pour résumer concrètement là, ce que moi je fais. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire, c'est juste ce que moi je fais. Donc, en première ligne, ben, comme vous tous, là, les gens qui ont une délétion 17P, ben, je cherche la délétion 17P. Puis les gens qui ont une délétion 17P, ben, c'est l'ibrutinib en général que je vais offrir en première ligne, sauf s'il y a des contre-indications, évidemment. Pour des gens qui n'ont pas de délétion 17P, ben là, ça dépend, là. Chez les gens qui sont en forme, on peut encore utiliser le vocabulaire de GOGO, là. Donc, chez les gens qui sont en forme, qui ont en bas de 65 ans, qui ont des reins qui fonctionnent, etc., bien, le FCR, c'est encore la combinaison qu'on utilise le plus souvent. Si j'étais capable de donner du R-ibrutinib, j'en donnerais pour les gens qui sont IGVH pas mutés, mais je ne suis pas capable, fait que c'est du FCR. Pour les gens qui sont plus logo, pas capable étant, je ne sais pas remboursé. Les slogos, donc les gens qui sont soit plus vieux ou qui ont un peu de comorbidité, ben, ça dépend de c'est quoi leur comorbidité, puis c'est quoi leur vision aussi des traitements. Est-ce qu'ils veulent quelque chose qui est long cours versus quelque chose qui va durer 6 mois? Puis là, bon, différentes options, parmi lesquelles le haut chlorambucil a certainement encore sa place.
l'ibrutinib, bien sûr, puis la bendamustine en monothérapie, parce qu'on n'a pas le remboursement, en tout cas pour le B associé au R. Mais si j'étais capable de donner du BR, bien, j'ai sûr que je préférais ça au R tout seul. Puis si j'étais capable de donner du haut-venetoclax, bien, c'est également certain que je préférais au chlorambucil. Donc, si ça devenait disponible, bien, je m'orienterais vers ça. Puis des gens qui sont, je ne suis pas sûre s'ils peuvent se tolérer un traitement, bien, je leur donne du chlorambucil tout seul. Puis ceux il y a encore des gens qu'on ne peut pas traiter d'aucune façon, ben, je m'abstiens de les traiter. Ça, c'est pour la première ligne. Et la deuxième, et c'est ma dernière diapositive, ben, ça dépend de ce qu'on a donné en première ligne, évidemment. Puis ça dépend aussi de est-ce qu'ils ont ou pas une délétion 17P. Donc, le plus souvent, là, pour faire une longue histoire courte, le plus souvent, la deuxième ligne, ça va être de l'ibrutinib ou du R-Ventoclax. C'est les deux recettes que je me vois utiliser le plus souvent. Mais il y a également les autres agents ou les autres combinaisons qui peuvent être considérées. Ça dépend du contexte du patient. Donc, le R est délalisime. L'acalage, j'en ai pas parlé du tout. Mais oui, là, chez des gens qui ont une certaine intolérance à l'ibrutinib, mais qui répondent bien, c'est quand même intéressant comme profil de toxicité, en tout cas plus intéressant que l'ibrutinib. Donc, ça demeure une option. Bon, la chimio-immunothérapie a encore sa place, du FCR, puis de bendamustine, on en a presque encore pour la LLC. La greffe, on en a un peu parlé. Pour les choses qu'on ne sait pas ou qu'on voudrait comprendre davantage, bien évidemment, j'encourage également toujours la participation aux essais cliniques là, pour les patients qui y ont accès. Et ceci met fait donc à la présentation. Je vous remercie pour votre attention.